Bonsoir à tous et à chacun. Un plaisir énorme de vous retrouver ce soir pour le compte de votre émission que vous aimez bien sur la chaîne de référence Antenne A, le rendez-vous. Le rendez-vous, nous sommes là sur ce plateau. Nous allons nous échanger pendant les 45 minutes imparties à cette émission avec notre invité que je m'en veux vous présenter. Il s'agit de M. Raphaël Bolikango, qui est secrétaire général du Parti de l'Unité nationale PUNA. Il est aussi secrétaire permanent de forces politiques et sociales alliées à l'IDPS FPAI en sigle. Avec lui, nous allons parler de l'actualité qui reste entre autres dominée par le dépôt des candidatures initiées par la centrale électorale et pourquoi pas aussi le jeu de la francophonie dont les activités préliminaires ont déjà commencé. Les préparatifs aussi vont bon train. Voilà. Monsieur Raphaël, bonsoir. Bonsoir, Maman Adèle. Voilà, vous êtes en forme? Nous sommes toujours dans les perspectives des Jeux de la francophonie où nous disons à tous les francophones Mbote, Mbote, bienvenue à Kinshasa. Voilà. Vous revenez de l'Issala, si j'ai bonne mémoire. Pourquoi faire exactement? Oui, évidemment, c'est comme vous venez de le dire en prélude. Évidemment, nous sommes dans la période des dépôts des candidatures au scrutin de la députation nationale, lesquels la CNI a programmé une périodicité de dépôt allant du 25 juin au 15 juillet. Évidemment, il y a eu une semaine de prolongation. C'était à point nommé. C'est dû, vous savez qu'il y a un problème de flotte aérienne ici en République démocratique du Congo, un problème aussi des états un peu piteux des routes, évidemment, qui sont en reconstruction, en réflexion par rapport au programme des 145 territoires. Alors j'ai été dans mon profond Équateur, de la Mongala. C'était juste pour voir comment ça se déroule les opérations électorales par rapport au BIRTICI, des bureaux de réception, de traitement des candidatures. Dans l'ensemble, je vois que... Mais par rapport à cette exigence de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, institution d'appui à la démocratie, votre parti politique, vous avez déjà déposé les candidatures, le PUNA? Oui, Maman Adèle, vous savez maintenant, les contours politiques se sont un peu... il y a une innovation, parce que vous savez que nous avons 910 partis politiques qui sont reconnus au niveau du ministère de l'Intérieur. C'est devenu un peu difficile avec cette cacophonie, mais heureusement qu'il y a les regroupements politiques qui essayent de regrouper la plupart des partis politiques. Et nous, les PUNA, depuis belle lurette, depuis la nuit des temps, nous sommes les forces politiques et sociales alliées à l'UDPS parce que nous avons commencé par le rassemblement et la dynamique de l'opposition. Ce sont toujours des variantes. Et le PUNA compétit pour ces scrutins de décembre 2023. Nous compétissons sur la liste du regroupement FPAU dont l'autorité morale est le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, qui est notre candidat à lequel nous aspirons qu'il atteindra à coup sûr son deuxième mandat, car nous sommes là et nous voyons comment les choses se dessinent. Selon les informations à notre disposition, c'est comme s'il n'y a pas vraiment d'engouement dans les bureaux de la Commission électorale nationale indépendante par rapport à cette opération de dépôt des candidatures. Cette réticence est due à quoi? C'est la caution qui pose problème ou bien le Quinois ont cette habitude d'attendre que la dernière minute? Maman Adèle, je vous dirais que, comme je vous ai dit, les contours ont changé en matière de scrutin là. Vous savez que maintenant c'est comme à 2 degrés. Il y a d'abord une première sélection au niveau des partis politiques et la deuxième sélection c'est au niveau de regroupement. Alors ça a posé un peu de problème parce que c'est presque cette fois-ci, c'est une réalité que ce sont les regroupements politiques qui ont pignon par rapport au scrutin qui est de décembre 2023. Alors ça a pris un peu du temps et aussi, il faut le dire, c'est le problème, la flotte aérienne, Congo Airways, les compagnies aériennes qui naviguent l'espace aérien de la RDC ne sont pas réguliers. Il y a des endroits où l'avion arrive une fois par semaine et il y en a des endroits où l'avion n'arrive que 2 fois par mois. Et ce sont des inscriptions, des territoires à circonscription électorale. Raison pour laquelle la CENI a ajouté encore une semaine et 10 jours.
Oui, oui, et ça vaut son pesant d'or. Nous félicitons la CENI pour avoir ajouté une semaine. Mais il y a quelque chose, madame, si vous le permettez, parce que moi je suis aussi dans la centrale électorale des FPAU et nous avons des informations, des forces politiques et sociales à l'UDPS Tshisekedi. Et je vous dis que nous demandons, je profite de l'occasion pour demander au président Kadima, à la CENI, de tirer un peu l'attention des agents de la CENI qui sont affectés dans les antennes. Il y en a qui font essaient un peu de faire des margoulinages, ils font traîner les pas, mais il faudra que cet état de choses change. Et il n'y a pas question de monnayer. Il y a, madame, il y a un problème là qui se pose. Évidemment, il y a eu la semaine de prolongation qui a été donnée. Il faut que le processus soit bien sécurisé. Oui. Les différentes étapes liées aux élections, on doit y veiller aussi. Oui, madame, présentement là, je vous dis, nous sommes dans les 5 jours allant du 24 au 28 qui sont dans la loi électorale et qui stipulent bien les 5 jours là, du 24 au 28, 24, 25, 26, 27, 28, ce sont les jours où la CENI ouvre ses portes des BIRTICI pour recevoir les acteurs en présence, en l'occurrence les partis politiques et les groupements, pour faire des ajoutes. Et il faut qu'on explique aux agents, quand on parle d'ajoutes, c'est quoi, chers compatriotes? Lorsqu'on parle d'ajoutes, vous avez une liste de FPI, par exemple, il y a une liste de 6 candidats, et il y a 2 candidats qui ont entré leur dossier en bonne et due forme, les 4 autres qui sont un peu en retard, qui n'ont pas été introduits, ils viennent, on ajoute. Il n'y a pas d'obstruction à faire. Vous pensez qu'il y a un problème d'éducation civique électorale? Oui, je pense que ça, je dis que je demande, parce que c'est la première étape, hein, et bientôt là, nous allons aller dans la deuxième étape des dépôts des candidatures des députés provinciaux. Il faut que, vous savez qu'avec les députés nationaux, c'est 500 sièges, mais avec les députés provinciaux, c'est plus de sièges et ils sont plus vigoureux et rigoureux. Il faudra que la CENI recadre ses agents. Qu'est-ce qu'on entend par ajoute? Et qu'est-ce qu'on entend par substitution? Le parti politique ou le regroupement a droit, pendant les 5 jours, de substituer. Substituer, c'est-à-dire qui? S'il y avait Maman Adèle, on veut mettre Maman Martine, on a le droit. Et puis aussi le retrait. Donc, on doit faciliter les gens. La CENI quand même a donné les temps aux partis politiques de vous préparer en conséquence. Il y avait des rencontres de concertation organisées à maintes reprises afin de préparer les leaders de partis politiques à leur tour de relayer l'information à la base pour vous préparer par rapport à tout ça en conséquence. Mais qu'est-ce qui fait qu'il y a toujours de couacs? Oui, madame, c'est un problème aussi de formation des agents de la CENI. Hein, parce que je pense qu'il y a eu une certaine innovation. Les parties prenantes ont leur part, oui, mais la CENI aussi a sa part. Oui, en tout cas pour nous, des responsabilités dans certaines failles constatées. Oui, le président Kadima, avec son équipe, abattent un travail d'arrache-pied, de titan. Là, en tout cas, nous le conjurons. Mais au niveau des agents qui sont affectés au niveau de l'intérieur, qu'ils les instruisent. Ils n'ont pas qualité ou bien il faut... Ils ont qualité, mais ils sont en train d'obstruer la bonne marche en matière de 5 jours d'ajoute, de substitution et de retrait. Donc il faut qu'on laisse les regroupements et partis politiques faire leurs choses. Et je pense aussi, par rapport, il y a certaines antennes qui exigent le preuve de paiement en original. Madame, vous voyez par exemple un regroupement et un parti politique qui a payé toutes les cautions au niveau de la ville de Kinshasa et c'est bien enregistré sur les notes de perception qui sont énumérées de la DGRAD et aussi l'attestation de paiement de la banque qui atteste. Ce sont les numéros qui comptent. Mais ce n'est pas nécessairement les originaux. La CENI n'a qu'à recevoir. Le président Kadima dit à vos agents, ils n'ont qu'à recevoir les notes de perception et les attestations de paiement de banque comme telles. Et ce sont les numéros de notes de perception qu'on doit vérifier à la DGRAD et les numéros d'attestation de paiement qu'on doit vérifier au niveau des banques. Ce n'est pas que c'est du original ou de photocopie qui vont corroborer à valider le paye. C'est vraiment ce point-là. Le message est passé. Merci beaucoup, Monsieur Raphaël Bolikango, pour cet éclairage. Mais quels sont les préalables pour avoir de bonnes élections à tout prix et à l'allure où semblent évoluer les choses? Monsieur Raphaël, vous pensez vraiment qu'on aura des élections dans le délai? Il y a un acteur politique dont je tais les noms qui a semblé dire il faut à tout prix passer par les dialogues pour sortir les pays du gouffre de la crise ou pour empêcher les chaos.
Maman Adèle, ou les glissements. C'est du déjà entendu et c'est du déjà dit. Nous avançons. Le processus électoral de décembre 2023 est en cours. On a redouté de l'enrôlement qui s'est fait au-delà des suffrages exprimés les dernières fois. Et là, les dépôts des candidatures sont effectifs. Et donc nous avançons. Tant bien que mal, nous avançons. Il y a des chances que les élections se déroulent en 2023. Mais nous considérons les amis qui continuent à être un peu perplexes, malgré ils ont été enrôlés, ils ont les cartes d'électeurs. Mais si vous n'avez pas votre carte d'électeur, alors ne vous ingérez pas. Alors, mais si vous avez votre carte d'électeur et que vous êtes acteur politique, nous sommes des partis politiques, nous sommes des regroupements, la CENI a bien mis en place un cadre de concertation avec les partis et regroupements politiques, avec les associations de la société civile. C'est dans ce cadre-là que tout se passe. Ce n'est pas la rue, monsieur. Soyons circonspects, je vous en prie. Voilà, mais au moment où la CENI s'est bat bec et ongle pour préparer les élections, nous avons appris qu'il y a des réunions parallèles qui semblent se tenir, entre autres à Bruxelles, en vue déjà d'envisager une transition. Vous êtes au courant de ça? Ce sont des rumeurs, mais il faut tenir compte aussi des rumeurs. Maman Adèle, quand est-ce que la démocratie en République démocratique du Congo prendra de l'ascenseur? Si nous continuons à cautionner, à violer la Constitution qui donne 5 ans de mandat au chef de l'État. Ce sont cette histoire de transition qui ne cadre pas dans le cadre de dispositifs constitutionnels. Madame Adèle, nous devons essayer, nous devons faire plus d'efforts en République démocratique du Congo à respecter le délai des mandats des présidents de la République, des parlementaires. À partir de ce respect et considération des mandats, nous allons avancer vers une démocratie agissante et une démocratie populaire effective. Mais lorsque nous voulons toujours cautionner les prolongations des mandats présidentiels dans les salons, non, moi je ne suis pas pour ça. Nous devons coûte que coûte aller aux transitions. Chef de l'État, président Félix Antoine Tshisekedi et les institutions citoyennes, pas de transition, allons aux élections, quoi que ça coûte. Nous ne pouvons plus continuer avec des transitions. Que ces gens-là posent leurs problèmes au niveau du suffrage universel, que le souverain primaire en décide. Nous devons plus cautionner, ça ce sont des histoires comme des démocraties indirectes, où nous ne voulons même pas cautionner le suffrage indirect comme c'était malvenu en 1960, mais là, nous voulons cautionner des politiciens de salon. Non. Allons devant le souverain primaire qui l'en décide. Voilà. Et ça sera ainsi. Nous sommes déjà à 5 mois de la tenue, sauf prévu, des élections de 2023. Vous êtes le secrétaire permanent des forces politiques et alliées. Bien sûr. Forces politiques et sociales alliées à l'UDPS. Bien sûr. Quel est le climat qui règne déjà au sein de cette plateforme en guise de donner plus le voix, comme vous le souhaitez, de donner un second mandat au chef de l'État, Félix Tshisekedi? Maman Adèle, au niveau de FPAU, les forces politiques et sociales alliées à l'UDPS Tshisekedi, le climat est serein. Et nous sommes regaillardis parce que nous venons de franchir, avec nos premières statistiques, nous venons de franchir le seuil de recevabilité. Nous sommes dans les 70% déjà du seuil de recevabilité. Là, je vous dis déjà que nous sommes dans le bon et qu'avec l'équipe qui est conduite par l'autorité morale, le coordonnateur général Élisée Bokoumouana-Maposo, il ne cesse de ménager aucun effort auprès de notre autorité morale de FPAU, le président Félix, par le concours du secrétaire général Augustin Kabouya, pour que tout soit réuni, pour que les FPAU, qui est la force, le bras sécuritaire de l'UDPS, aille en bon train, en bon compétiteur, d'une façon lucide. Excusez-moi de vous interrompre. Je vous en prie, Madame Adèle. L'union sacrée, fragilisée, à première vue, un peu salée. Est-ce que vous pensez que le FPAI vont relever les défis?
Maman Adèle, soyez-en sûrs. Alors Madame, je vous dirais, Madame Adèle, il faut échelonner cette activité politique à 3 degrés. Il y a d'abord les degrés des partis politiques. Le deuxième degré, c'est le regroupement plateforme FPAU. Et en 3e degré, il y a la super plateforme Union Sacrée. Dans la plateforme Union Sacrée, pratiquement, ce sont les regroupements, entre guillemets, qui peuvent devenir des groupes parlementaires. Ce sont les regroupements qui se réunissent autour de l'Union Sacrée, qui est la super plateforme politique qui soutient et qui accompagne les actions de chef de l'État, Fatou Bintou. Si je ne me trompe pas, le Force politique et sociale alliée IDPS, FPAI, vous avez procédé en 2022, si j'ai bonne mémoire, au lancement de la campagne relative à la vulgarisation des actions sociales du chef de l'État. C'était en 2002. Oui, c'était la semaine de redevabilité. Voilà, mais où vous en êtes avec ces efforts, ces exploits en guise de remonter la pente ou de gagner la confiance de la population, extérioriser ou faire voir les réalisations du chef de l'État là où il y a encore des doutes? Madame, c'est comme si vous étiez dans notre fort intérieur. Là, présentement, la coordination nationale adjoint chargée de la mobilisation et des stratégies est en train de colmater, de réunir tous les éléments postérieurs à la dernière semaine de redevabilité que vous parlez, qui a été effectuée en 2022. Maintenant, nous sommes en train de mettre en marche la redevabilité que nous devons défendre et présenter au niveau de la population par rapport aux réalisations que le président Félix est en train de réaliser. D'ailleurs, vous savez, il était dernièrement ici à ISO. Il y a, je pense, le programme des 145 territoires. Je pense que ça prend un peu de l'allure et nous encourageons ça. Bon, c'est ça, toutefois. Le chemin, le parchemin est bon. Je pense que nous allons atteindre. Le chef de l'État tirera d'ici son épingle de jeu pour exposer quand même ce qui a été réussi dans un court terme. Voilà, parce que cette campagne de vulgarisation était quand même nécessaire pour pallier au déficit communicationnel qui a terni, qui n'a pas permis que les controverses puissent désorienter la population. Le moment est propice. Nous en tenons compte. Nous avons la coordination nationale adjointe chargée de la communication. Nous avons l'honorable Bitakwira. Nous avons le secrétaire exécutif. Nous avons toute une structure qui nous écoute. C'est un bon conseil, mais je vous dis que c'est en chantier. Nous tâcherons de faire la diligence pour que ça prenne le pas le plus vite possible. Parce que, entre autres, parmi les objectifs de Force Alliée et l'IDPS, c'est faire voir les actions sociales du chef de l'État. Est-ce que vous le faites convenablement? Vous remplissez cette mission qui a signé à cette structure qui appuie l'UDPS, parti au pouvoir? Madame Adèle, point n'est besoin de s'en douter. Chaque membre de FPAU, dans son coin, dans son recoin, il fait le nécessaire. Mais au niveau des FPAU, nous ne pouvons pas, au niveau de la coordination, nous ne pouvons pas exhiber du jour au lendemain. Nous avons une périodicité où nous assemblons, par exemple semestriellement, tout ce que le chef de l'État a réalisé pendant tout un semestre. Parce que beaucoup ont chanté que le chef de l'État n'a presque rien fait, mais avec vous, le Force Alliée de l'UDPS, vous avez quand même l'opportunité de donner des preuves palpables par rapport à ces réalisations. Je ne veux pas aller vite en besogne. Rendez-vous d'ici quelques semaines. Les FPAU vont mettre sur la toile la semaine de redevabilité des actions du chef de l'État en 2023. Donc, pour vous, les chefs de l'État, on peut les coter. Vous lui donnez quelle cote jusqu'à maintenant avec la flambée de prix, la dépression du franc congolais et autres réalités qui répercutent négativement sur le panier de la ménagère? Madame, je pense que... Les Congolais ne mangent pas à leur faim, il n'y a pas du courant électrique, il n'y a pas de l'eau potable. La ville de Kinshasa est très sale et il y a l'insalubrité grandissante dans les coins et recoins, sans oublier l'insécurité qui occupe maintenant la première position.
Madame, nous venons de loin. Je sais que le chef de l'État, qui est un patriote avéré, avec son équipe des Warriors du gouvernement Samadou Kondé, connaissent toute la situation qui prévaut. Et ce sont des défis majeurs à relever. Et ce n'est pas commencé aujourd'hui. Ce sont des fléaux qui datent, mais ils essayeront, je crois qu'ils essaieront toujours d'essayer de mieux faire pour répondre tant soit peu aux exigences de la population. Mais vraiment, madame, vous devez savoir, avec ces histoires des guerres d'Ukraine, même nous aussi, avec ces histoires de guerres à l'Est, ce sont des contraintes qui ne boostent pas tellement visuellement les actions du chef de l'État, mais on tire quand même on tire notre épingle de jeu, il tire son épingle de jeu. Je pense que le peuple souverain va accorder un second mandat à Fachi pour que dans ce second mandat, il ait tous les bras en main du pouvoir, que ce ne soit pas comme ce fut le cas dans un passé antérieur là, avec un gouvernement où il y avait certains ministres qui ne répondaient pas aux exigences du chef de l'État. Tout ça, c'était toujours des contre-coups à la programmation, à l'application des programmes gouvernementaux du chef de l'État. Et cette fois-ci, je pense qu'avec UDPS, FPAU et tous les amis lesquels nous sommes regroupés au sein de l'Union sacrée, nous espérons que nous allons donner la majorité confortable au chef de l'État pour qu'il n'y ait plus des anicroches dans son second mandat. Voilà, les élections ne peuvent s'organiser que dans un climat de paix, de quiétude, ainsi de suite. Mais l'opposition fustige ces derniers temps les enlèvements, les arrestations et les assassinats de ses membres. Qu'est-ce qu'il faut faire exactement pour arriver à mettre fin à cette situation ? C'est une situation triste et inconfortable qu'on ne peut pas... C'est inhumain, tas de choses qui se passent dans les cas que vous avez cités. Mais madame, même aux États-Unis, même dans les pays les plus démocrates, aux États-Unis, en France, il y a des cas pareils qui sont toujours à déplorer. Mais je salue, pour le problème de l'insécurité, je salue le nouveau commandant de la ville de Kinshasa, le général Kilimba Limba, qui a bien commencé déjà en tirant les oreilles aux policiers, au roulage, à chacun de respecter son secteur. Si vous êtes police pour la circulation routière, police territoriale, police d'intervention, et je pense qu'avec ce qu'il a dans un premier temps, je pense que nous pouvons compter avec le journal Kilimba Limba. Ça va aller au mieux. Voilà, on parle depuis la semaine passée de la disparition de l'honorable Chéribin Okende, un homme de paix qui a péri comme ça. Quelle est votre réaction par rapport à sa disparition? J'étais dans les mois. C'est une tristesse, j'étais perplexe en attendant, en écoutant la disparition de l'honorable Chéribin. C'est un parlementaire très actif que j'ai connu. Vraiment, c'est triste, mais on ne sait pas, ces malfrats qui ont accompli ce forfait. Nous pouvons que nous fier au service de sécurité pour les enquêtes judiciaires. Vous savez, c'est vraiment un cas qui est très pathétique, qui touche des sensibilités familiales, des familles biologiques, des familles politiques. C'est vraiment méchant. Mais que voulez-vous, nous nous remettons à la justice pour tirer les conséquences. Faut-il des enquêtes nationales ou internationales? Oh, je ne sais pas. Ça dépend toujours de la partie des Mandares, de ce qu'il envisage. Mais au niveau de la République, je sais que le procureur général de la République, je pense, a ouvert un dossier. Il y a aussi les héritiers qui ont ouvert un dossier. Bon, je ne suis pas à la lettre de cette situation. Parce que les enquêtes dans notre pays s'arrêtent à mi-chemin, souvent. Non, les enquêtes menées dans notre pays, souvent, s'arrêtent à mi-chemin. Non, ne dites pas ça, madame. Il y a des enquêtes qui peuvent prendre 10 ans, 20 ans, hein, madame. C'est-à-dire qu'on cherche toujours à fixer, à
à imputer d'une manière l'intention morale et matérielle à la personne qu'on doit condamner. On ne peut pas être toujours des à peu près. C'est pour ça oui, même aux États-Unis, même en France, il y a des dossiers que nous suivons, qu'il y a des dossiers qui ont pris des 20 ans, des 10 ans. Donc je pense que c'est trop dire que la justice n'a pas de finalité, mais c'est toujours des enquêtes minutieuses que la justice doit rendre publiques. Mais Voilà. il y a aussi de plus en plus de cas d'enlèvement et de kidnapping de la population. À ce niveau, qu'est-ce qu'il faut faire pour mettre fin aussi à cette situation, sachant qu'il y a une nouvelle figure à la tête, entre autres, de la police? Oui, moi je compte plus avec le nouveau général Kilima Limba. Vous savez, dans ces histoires de services de sécurité, dans les émissions antérieures, nous avons parlé, nous avons même conseillé le chef de l'État d'avoir toujours l'esprit de mutation. Vous voyez, que ce soit la police, que ce soit aux forces armées, aux forces de renseignement, les services de renseignement, il faut toujours avoir l'esprit de mutation. Vous voyez, si quelqu'un fait au-delà de 6 mois, au-delà d'un an, au-delà d'un exercice annuel, il devient familier à ses habitants-là. Et vous voyez, maintenant, il commence à agir d'une manière compréhensible, d'une manière de partenaire. Moi, je pense qu'on doit revenir, même nous avons vu ça depuis l'équipe de Mobutu. Il faut qu'à chaque année, que le chef de l'État, qui est le commandant suprême des forces armées et de la police, il faut muter les commandants pour qu'il y ait des innovations. Quelle est la responsabilité du pouvoir public? Oh, le pouvoir public ramasse tout, hein, madame. Le pouvoir public ramasse tout. Vous avez même l'OPJ de surcroît. Il est voué à la recherche des infractions. Donc, les infractions sont innombrables, de tout genre. Voilà. Et je pense que la justice, qui a tout un tas de textes, tout un tas de réglementations, et s'applique en chaque infraction, en chaque situation. Et la loi n'est pas sourde, hein, je pense. Voilà, parlons autre chose. Monsieur Raphaël Bolikangu, merci pour cet éclairage. La République démocratique du Congo va organiser le jeu de la francophonie. C'est salué par d'aucuns. Les activités préliminaires ont bel et bien déjà commencé. Ce jeu représente quoi exactement pour notre pays, la RDC, et quel sera les gains, le bénéfice que pourra tirer notre pays en organisant ces jeux? Madame Adèle, permettez d'abord que je félicite le chef de l'État et son équipe gouvernementale, conduite par le Premier ministre Sama Lukonde, pour avoir réussi à avoir ce contrat d'organiser le jeu de la francophonie. Vous savez, il y a combien d'années que nous sommes dans du rouge pour organiser des événements à caractère international, que ce soit au niveau des sports, au niveau de plusieurs domaines. Mais ça, c'est le retour de la RDC dans le concert des nations en matière sportive. En matière sportive, parce que vous savez, avec les Jeux de francophonie, il y a les disciplines sportives qui vont compétir, et il y a les installations, les infrastructures sportives qui sont aménagées. Et ça, c'est vraiment un grand bénéfice pour la RDC, et il appartiendra au ministère des Sports et Loisirs. Je pense que c'est bien conduit par notre confrère, Excellence Kaboulou Mwana Kaboulo, qui est bien imprégné dans cette histoire. Il y ait une brigade de surveillance pour la durabilité de ces infrastructures, qu'on les utilise même pendant 20 ans. Hein, comme ça nous permettra de faire d'autres jeux africains aussi, pas seulement jeux de francophonie. Ça, c'est au niveau de la discipline sportive. Il y a aussi un autre bénéfice au niveau de la culture, au niveau culturel. Au niveau culturel, la francophonie, avec la francophonie, la RDC va exhiber tout ce que nous avons dans notre gibecière en matière de culture et art. Nous avons plein de domaines, des sculpteurs,
des cas de danse, des tissages. Et ça, c'est vraiment important. Je pense que le ministre de la Culture et Arts va en tirer son épingle de jeu. Et ça ne s'arrête pas là aussi. Il y a le secteur touristique. Et le secteur touristique, parce que tous ces gens, tous ces athlètes qui viennent, ils vont chercher à camper quelque part. Ils chercheront à aller voir les bonobos, ils chercheront à aller voir le jardin de Kissan, tout ça là. Je pense que le ministre du Tourisme, les trois ministères là, je pense que c'est bienvenu pour eux pour tirer leur épingle du jeu. Et vous savez, surtout le ministre du Tourisme, c'est l'occasion pour vendre le tourisme congolais. Il y a le tourisme bleu. Le tourisme bleu, et il y a, la mer, il y a l'océan de Mwanda, il y a le fleuve Congo, où le tourisme bleu congolais sera exhibé. Il y a le tourisme vert. Le tourisme vert, nous avons le jardin botanique de Kisantu, et il y a d'autres, je vois aussi la parc de Ntsela, je vois aussi c'est une bonne chose. Donc, c'est-à-dire, pour nous, la RDC, ça profite à ce que nous reprenons notre poil de bête dans les circuits culturels, sportifs et disons quoi, mais touristiques. Vous croyez-vous à la réussite de ce jeu de la francophonie en République démocratique du Congo? Mais c'est déjà effectif. Les premiers sont là. Le 28, c'est vendredi. Du 28 avril, je pense aussi août, là. Donc, c'est déjà effectif, Maman Adèle. Vous voyez déjà, les sites sont déjà prêts. J'ai vu le stade Tata Raphaël, mais c'était perdu. Mais voilà, maintenant qu'après la francophonie, les compétitions vont reprendre au niveau du stade Tata Raphaël. J'ai vu au niveau de l'UNIKIN, les homes d'étudiants. Ça, voilà. Je vous dis, là, ce sont les œuvres de Félix Tshisekedi que nous, FPAU, nous allons exhiber lors de la semaine de rédivabilité qui vient. Vous voyez l'UNIKIN, et après la francophonie, ça sera livré aux étudiants, avec des installations sanitaires de haut niveau. Et voilà, ainsi de suite. Nous allons reprendre la natation. Mais maman, vous savez que nous, la RDC, un pays qui est plein d'eau. L'insécurité, et pourquoi il n'y a pas de champion de nage et de natation? L'insécurité ne va pas vous trahir. L'insécurité, je pense que la police sera renforcée par les forces armées. Ça sera en duo. Cette équipe-là pourra contenir la situation afin qu'il y ait incident zéro. Et les embouteillages aussi, parce que sans la francophonie, il y a déjà des embouteillages terribles dans tout Kinshasa. Dans toute la capitale Kinshasa, mais maintenant là avec la présence des délégations de plus de 40 pays, est-ce que vous pensez que la circulation sera fluide? Surtout pour les personnes censées répondre à ces jeux. Oui, oui, ça c'est vraiment un problème. Kinshasa, capitale des embouteillages. Merci, là je vous dis, je vous assure. On n'a presque pas de route. Hein. Disons que... On n'a pas de routes annexes. Ah, voilà, là, il n'y a pas de routes annexes asphaltées. Voilà, donc je pense que Ngiri ne va pas nous dire, que les habitants de Ngiri ne vont pas nous dire qu'on a asphalté beaucoup d'avenues de ce côté-là. Je sais que de l'autre côté, les autres communes, ça vient à petits pas, mais je pense que c'est dans la programmation du gouvernement. C'est pendant combien de jours? C'est une semaine? Oui, c'est du 28 au 6. Donc, il y a un téléspectateur qui a semblé me dire, pourquoi pas que ce soit déclaré de journée fériée, le jour de la tenue des Jeux de la francophonie. Pourquoi? Pour permettre qu'il n'y ait pas de circulation. Nous sommes à la maison et voilà, ça se passe sans problème. Parce que si les Congolais devraient répondre, vaquer librement à leurs occupations pendant la tenue de ces Jeux de la francophonie, ça ne sera pas facile avec les embouteillages de quotidien. Madame, ce n'est pas nécessaire qu'on décrète des journées chômées par rapport aux Jeux, parce que vous savez que, voyez, surtout en ces derniers temps, le panier de la ménagère pose problème, avec un peu de dégringolage de la valeur monétaire. Et je pense que aussi les Jeux ne concernent pas toute la population comme telle, ça concerne une catégorie de population, et je pense que... Kinshasa est surpeuplé. Ah, mais évidemment, nous étions une métropole, maintenant nous sommes une mégalopole. Que voulez-vous? Tout le monde veut venir dans la capitale, mais c'était aussi avec Paris, c'était aussi comme avec Washington. Donc on ne peut pas empêcher les gens
de faire des émigrations. Mais je pense que le commandant de la police mettra en place une sécurisation tous azimuts afin d'éviter des concentrations. Là, il faut penser aussi au développement de provinces, hein, surtout avec le projet de développement de 145 territoires pour donner aux Congolais le goût de vivre dans les provinces respectives sans problème. Qu'il n'y ait pas engouement vers Kinshasa et les provinces restent vides. Oui, Maman Adèle, là c'est un petit regret pour moi. Je pense que pour les prochaines occasions, il faudra qu'on décentralise un peu certaines disciplines des Jeux pour que les provinces participent effectivement à certaines disciplines. Quand je vois par exemple le Congo central, le basketball a une grande place. Je pense que les Jeux de la francophonie pour la discipline basket-ball, ça pourrait se dérouler au Congo central. Et s'il y a la lutte traditionnelle, on connaît, c'est chez nous en Équateur, ça devait aller à Mbandaka ou à Lissala. Mais je pense que pour les prochaines compétitions, on va en tenir compte. Mais pour le moment, prenons ça comme ça. Le général Kilimba Limba, avec ses services, ils sauront de réduire les embouteillages et la concentration des véhicules sur les axes principaux. Donc, les principaux. Donc, je pense que c'est un problème de cadrage. Ils s'y connaissent, ils ont la spécialisation. Mais nous avons remarqué les week-ends passés quelques éléments de l'armée congolaise prendre d'assaut les grandes artères de la ville de Kinshasa. Je ne sais pas si c'était un défilé, c'était quoi, avec de tenues que nous avons aimé, ainsi de suite. Ça représente quoi, cette présence des éléments de forces armées congolaises défiler sur les artères de Kinshasa, bien blindées et avec de tenues qui propres, ainsi de suite. Ils étaient vraiment très présentables et ça créait une certaine confiance au niveau de la population qui semblait vivre dans la peur. Ça représente quoi? Vous, personnellement, vous avez apprécié ça comment? Amadel, vous avez dit en petits mots. Moi, je vous dirais simplement... C'était pour extirper la peur au niveau de la population qui continue à vivre sceptique, réservé, réticent par rapport à l'insécurité ces derniers temps. Tout ce que vous dites, j'accepte ça, je valide, mais vous avez dit ça en petits mots, enfin, élément par élément, mais je vous dis, en un mot, nous dirons, c'est le sens de patriotisme et d'engagement de patriotes à la cause de la patrie. C'est-à-dire, ils nous disent que nous, peuple congolais, notre fraction du peuple congolais, nous portons la tenue militaire pour défendre la nation. C'est un signe de défense, c'est un signe de patriotisme avéré. Je félicite ça. Comme vous dites, ça donnait un peu de confiance à la population pour dire que oui, il y a quand même nos éléments qui commencent à sortir des centres de formation. Et je pense que c'est à féliciter. Voilà. Nous avançons lentement, mais sûrement vers la fin de notre émission, l'émission de ce soir. Monsieur Raphaël Bolikango, comment se porte votre parti politique, Puna, et l'autorité morale, Monsieur Élisée Bokoumwana, vice-ministre du budget, et lui qui est aussi à la tête de forces politiques et sociales alliées à l'UDPS? Oui, merci Maman Adèle. Le Parti d'unité nationale Puna, dont je suis le secrétaire général, à bonne mine, nous nous portons bien et toutes nos bases sont en instance de compétir. Et d'ailleurs, quelques-uns de nos membres n'ont pas été retenus sur la liste de regroupement. Nous disons c'est partie remise. Il y a les provinciales qui arrivent et ne lassons pas. Continuons, soyons toujours derrière notre autorité morale, Élisée Bokoumwana, et avec notre autorité morale des FPAU, le président Félix-Antoine Tshisekedi. En tout cas, le Puna, dans toutes ces sphères, le Puna est en train de démontrer que nous sommes un parti avant-gardiste. Le parti est en santé de fer dans toutes les provinces de la RDC? Oh non, madame, pas nécessairement, soyons francs. Nous existons dans 21 provinces, mais je vous dirais, ce ne sont pas la coordination des FPI qui va nous dédire que dans tout au moins
12 provinces, nous avons répondu positif. Donc ailleurs, la santé du FPAI, du parti Puna n'est pas luisante. Non, 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 pas nécessairement. Nous disons par rapport au scrutin de la députation nationale, okay. Mais par rapport aux autres scrutins de députation provinciale, au scrutin des municipaux et des territoriaux, là, nous allons tirer notre épingle de jeu parce que nous, au Puna, nous visons la qualité des gens. Nous visons la qualité des acteurs politiques à mettre sur terrain. Donc c'est ainsi que nous sommes en train de sélectionner d'abord à notre niveau. Nous ne devons pas mettre des gens qui sont douteux, des gens qui n'ont pas pignon sur rue, des gens qui n'ont pas ancrage, des gens qui ne sont pas consommables même dans leur secteur, dans leur quartier. Nous tirons attention à cela. C'est pour ça que le Puna, qui est comme le parti le plus ancien au sein des FPAU, nous montrons l'exemple et que nous allons bien. Parti créé depuis 1960 par M. Jean-Didier Bolikango, surnommé le père de l'indépendance. Absolument, il n'y a rien à redire. Les chansons indépendantes Tcha-Tcha refredonnent que c'est Bolikango qui est la première personne citée. Vous savez, demandez aux musiciens, quand ils font une chanson, les premières personnes qu'ils fredonnent, c'est toujours les personnes les plus importantes. Et pourquoi on a cité Bolikango en premier lieu? Dieu seul sait, le peuple sait. Et ce sera indéniable, incontournable que Papa Bolikango a participé activement pour qu'il y ait la décolonisation de la République démocratique du Congo. La publication de l'ouvrage sur le parti, ça traîne les pieds. Pourquoi? Oui, madame. Bon, nous avons un peu raté de faire... Sur l'histoire de votre parti politique. Oui, l'ouvrage est déjà fin prêt, mais seulement on a fait un peu, on a un peu décalé le vernissage par rapport au préalable, aux préoccupations majeures qui étaient par rapport aux élections. Mais l'ouvrage, je pense que d'ici le mois d'octobre, l'ouvrage il y aura le vernissage où vous serez invités, les autorités seront invitées pour essayer de consulter, d'essayer de décortiquer les écrits contenus dans cet ouvrage qui est écrit par des grands scribes qui sont des professeurs ordinaires d'université. Merci beaucoup, M. Raphaël Bolikango, notre invité permanent, d'avoir répondu à notre invitation ainsi qu'à toutes les questions prévues pour ces numéros de votre émission bi-hebdomadaire Le Rendez-vous. M. Raphaël Bolikango est secrétaire général du Parti de l'Unité nationale Puna. Il est aussi secrétaire permanent de Force politique et sociale alliée à l'UDPS, FPAI, ainsi qu'à la tête de ces structures, ce monsieur Élisée Bokoumouana, vice-ministre du budget, qui est aussi le président du Parti de l'Unité nationale. C'est la fin de cette émission. Vous l'avez prise en cours, ne vous tracassez pas. La rediffusion, c'est demain, mercredi, à 13h, à 12h30, heure de Kinshasa. Merci aux preneurs de vue, merci aux réalisateurs de cette émission, monsieur Ange Kessa, merci à Vier Rigaud, merci à Papa Ndonga et à tous ceux qui sont dans l'ombre. Une très belle soirée à tous ceux qui...